Bonsoir Monsieur Régnier. Vous êtes donc, je le disais, candidat pour les Républicains, tête de liste pour les Républicains en Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Pour vous présenter en 2 mots, je crois, vous m'arrêtez si je me trompe, que vous êtes le seul candidat pour les Républicains qui n'a pas de mandat politique aujourd'hui, qui vient de la société civile, qui n'est pas actuellement élu, c'est vrai? C'est exact. Et alors, à quelques mois après, Virginie Calmel, celle aussi, venait de la société civile, mais elle a été élue entre-temps à Bordeaux. Donc vous êtes la spécificité à droite de cette campagne. Je dis ça parce que pour les étudiants comme moi, il y a quelques années en journalisme, je regardais l'émission, la fameuse émission C'est dans l'air, et je vous connaissais comme politologue. Vous étiez professeur à Sciences Po, vous avez dirigé le CEVIPOF pendant très longtemps. Non, j'ai dirigé l'OIP, Observatoire interrégional du politique, mais c'est pas grave. Autant pour moi. Bref, on vous connaissait comme expert politique, et aujourd'hui on vous découvre candidat aux élections régionales. La question que je vais vous poser, puisque votre engagement politique est très récent, c'est pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé en politique, pourquoi maintenant et pourquoi faire? Écoutez, d'abord, je veux vous remercier beaucoup de votre invitation. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour échanger avec vous tous. Je veux, pour ma part, j'imagine que cela a déjà été fait avant moi, mais je me dois d'inscrire cet échange dans un temps compliqué, particulièrement triste et douloureux, et de rendre hommage à nos disparus, aux 130 victimes qui ont été mitraillées par l'abomination terroriste vendredi dernier. Et donc je veux avoir une pensée pour eux. Je sais que vous l'avez déjà fait, mais je veux ici m'y associer avant de commencer. Simplement, j'ai un sentiment très simple, très clair, qui a grandi au fur et à mesure que j'observais la politique. J'ai observé une société qui est entrée depuis beaucoup de temps maintenant dans une crise profonde, qui me paraît être une crise historique. J'ai d'ailleurs consacré à ça des travaux, des livres, pour essayer d'en comprendre les fondements, les manifestations, l'évolution. Et cette crise dans laquelle nous sommes est passée, je dirais, pour ma part, d'un stade d'intérêt intellectuel à celui d'une préoccupation politique. Et cette préoccupation grandissant au fil du temps, je ne me suis pas senti capable de continuer à commenter un monde qui me semblait se déliter. Et au fond, mon sentiment a été de me dire, ou bien je deviens ce que j'ai été dans le passé, c'est-à-dire un chercheur qui peut passer des années, ça m'est arrivé, 9 ans, à la Bibliothèque nationale pour faire une thèse sur l'Ancien Régime, je peux faire ça. Et à ce moment-là, je ne commente plus une société qui ne va pas bien du tout, ou bien je m'engage dans l'action, mais je ne peux pas continuer à expliquer dans mes livres et mes prises de parole que cela va mal sans essayer de prendre ma part. Et donc ma décision a été de me lancer à 55 ans, ce qui n'est pas courant, ça fait de moi un jeune homme politique de 55 ans, et de passer d'une vie en réalité assez douce, universitaire, bon, voilà, c'est une vie agréable, les étudiants sont motivés, ils travaillent bien, j'ai des collègues avec lesquels je m'entends relativement bien, et ce que je faisais me passionnait. Je passe d'une vie douce à une vie beaucoup plus agitée, évidemment. Ça, c'est la politique, avec ses aspects qui sont à la fois nobles et puis très, très mesquins. Mais je ne pouvais pas, compte tenu de l'appréciation que je porte sur notre société, je dirais, c'est un peu... Voilà, c'est vaste, hein, mais planétaire, européenne et française, je ne pouvais pas continuer à simplement être quelqu'un qui, de l'extérieur, donne des bons et des mauvais points. J'ai voulu prendre ma part à mes risques et périls. Alors cet engagement vous a conduit dans ces élections régionales. On sait que vous êtes un enfant du pays, vous venez d'ici, mais vous avez commencé par cette élection qui est très particulière. Vous auriez pu faire plus simple, les européennes par exemple, où on sait qu'on peut être élu en faisant un peu moins campagne, en étant moins exposé. Si vous êtes élu, puisque si on s'en fie au sondage, vous faites partie au moins des 3 favoris pour cette élection régionale, si vous êtes élu, quelles seront vos priorités pour cette région et votre projet pour cette région? Alors, bien sûr, je sais où je suis ce soir et quelle est la nature de notre réunion et de vos discussions. Hein, et j'en sais le point central, et j'imagine que l'on va y revenir. Mais dans le projet que je porte, et je prends chacun à témoin, ce projet est en ligne depuis plusieurs semaines, donc on peut le regarder, on peut le détailler. C'est, je crois, le projet le plus accompli de tous.
je le crois profondément. Et évidemment, pour un candidat, la tendance qu'il a à dire que sa proposition est la meilleure est soupçonnable, mais je le crois vraiment. Il me semble qu'on peut objectivement regarder notre projet comme un beau projet, solide, complet, à la fois ambitieux et plein de retenue aussi sur beaucoup de questions difficiles. Mais on peut le résumer à une ambition qui est de faire de notre grande région une région prospère, généreuse et fière. Et ce ne sont pas des mots, puisque derrière chacun de ces termes, il y a des propositions pour la prospérité, le développement économique, pour la générosité, les liens entre nous tous, entre les générations, et pour la fierté, parce que nous sommes dans une époque où nous avons perdu le goût de défendre ce que nous sommes, de porter haut nos couleurs, de porter haut notre modèle de société. Et c'est une des causes, d'ailleurs, de notre malheur, sans aucun doute, aujourd'hui. Alors, dans cette proposition que je porte, évidemment, il y a cette idée qui est déterminante, puisque chacun a ses propres valeurs qui l'animent. J'y réfléchis avant de venir ici. J'y réfléchis depuis longtemps parce que ce sont des sujets graves sur lesquels chacun ici a réfléchi depuis longtemps. On ne peut pas éviter d'y réfléchir. Pour moi, la clé, c'est d'une part, et je me livre ainsi, et chaque fois c'est à ses risques et périls, mais c'est pour ça que j'aime cette élection plutôt que les européennes. Nous sommes face à nos concitoyens, ce sont eux qui vont juger, qui vont se déterminer. Et il y a une forme d'exposition qui me paraît, moi, relever au fond d'un exercice que je trouve noble, juste et dont j'approuverai par définition le résultat. Eh bien, dans ce qui conduit ma démarche, et je l'ai écrit cela, et parfois d'ailleurs en suscitant des controverses, dans ma démarche, il y a au fondement de tout, par mon éducation, je suis aveyronais. Je suis né dans une famille catholique, j'ai eu une éducation catholique, je dois beaucoup à ma grand-mère maternelle, dont je pense qu'elle était une sainte, qui a mené une vie extraordinaire, qui m'a beaucoup apporté. Et je place au cœur de mon action l'amour de la vie, l'amour du vivant, l'amour de la vie est au cœur de mon action comme individu qui pense, qui agit, en essayant d'être conforme à ce qu'il est, à l'éducation qu'il a reçue, mais avec laquelle il est en adéquation. Car on peut se retourner sur l'éducation que l'on a reçue et prendre quelques distances à tel ou tel moment. Moi, je suis en symbiose avec les enseignements fondamentaux qui m'ont été délivrés dans le cadre familial. Il s'agit là de l'éducation à l'existence. Et puis, il y a la sincérité, qui est une valeur clé. Je la revendique beaucoup depuis mon engagement. Je suis sincère dans mon engagement. Cela veut dire que je peux me tromper. Mais ce que je dis, c'est ce que je pense. Et ce que je dis que je ferai, je le ferai. Je ne veux pas décevoir. J'ai dit déjà à plusieurs reprises, et cela résume beaucoup mes craintes aujourd'hui, je ne crains pas de perdre, je crains de décevoir. Je ne veux pas que l'on me croise demain et que l'on me dise « Vous, j'y ai cru, vous m'avez convaincu alors que j'avais été si souvent déçu, et pourtant, cette fois encore, j'ai été déçu par vous, ça je ne le veux pas. » Et je pense d'ailleurs que nous sommes dans une situation politique qui ne permet plus la déception. Nous n'avons plus le droit de décevoir, parce que la prochaine déception, elle a déjà eu lieu, elle est de trop. Nous avons été trop souvent déçus les uns et les autres, et désormais, nous sommes au bord de quelque chose qui pourrait ressembler à un précipice. C'est ma crainte, et c'est la raison pour laquelle moi je me suis engagé. Je pense que nous sommes au bord d'une rupture qui pourrait nous être fatale. Alors vous avez cité votre famille pour justifier votre engagement. La question que je vais vous poser, c'est quelle est la conception de la famille que vous souhaitez défendre? Et si vous êtes élu président de région, comment souhaitez-vous aider les familles telles que vous la concevez? Alors vous savez, vous l'avez rappelé en introduction, et je pense que ça, il faut quand même l'avoir présent à l'esprit. Moi, je suis sincère, je veux être droit, je veux être honnête avec vous toutes et vous tous. Vous me faites la joie de m'accueillir ce soir, d'échanger avec moi. Je ne crois pas qu'il soit possible d'être d'accord sur tous les points. Je veux gagner cette région. Et je crois que pour gagner, il faut une majorité, au moins relative, et qu'une majorité signifie un rassemblement de femmes et d'hommes qui ne peuvent pas être d'accord en tout point sur tous les sujets. Ça n'est pas possible.
lorsque nous nous réunissons entre personnes qui pensons en tout point la même chose, généralement, nous constituons une minorité et nous ne parvenons pas à gagner. Jamais, jamais, jamais. Et cette espèce d'échec devant ce qui est nécessaire, c'est-à-dire prendre le pouvoir, entrer en responsabilité pour faire, pour gouverner, m'a beaucoup fait réfléchir. Et donc moi, je souhaite que nous ayons ensemble une réflexion sur la nécessité de constituer, là je parle de politique, mais c'est mon rôle aujourd'hui aussi, de constituer une majorité qui admet en son sein des mouvements de réflexion, des discussions, des décisions, des indécisions sur des sujets compliqués. Pour ma part, jusqu'ici, je n'ai jamais été élu, jamais de mandat, et donc tout ce que j'ai dit et fait, c'était un homme qui le disait et le faisait. Mes textes sont les textes d'un homme, d'un universitaire, qui prend des sujets compliqués et qui, avec ses principes, ce que j'ai évoqué, et la connaissance qu'il peut amasser, comme chacun de nous ici, ni plus ni moins, eh bien, s'est efforcé de dire des choses qu'il croyait utiles au débat. Là est ma situation aujourd'hui. Si je suis président de région, c'est autre chose. Il s'agit de prendre des décisions qui vont avoir des effets sur la vie réelle, concrète, de tous mes compatriotes d'ici. Et donc, ça n'est pas le même type de réflexion, ça n'est pas le même type de décision. Et ça signifie que sur les grands sujets qui nous concernent ici, la famille en particulier, eh bien, il faut être capable, avec l'institution régionale, de répondre aujourd'hui, autant que nous le pouvons, à ce qui arrive à la famille. Je veux dire une chose très banale. Je l'ai écrit, ça, il y a longtemps déjà, mais c'est très banal. Notre société, prenons la France, restons ici, notre société est menacée, chacun le sait, par la décomposition, le délitement, la fragilisation de ce qui en est un noyau essentiel, c'est-à-dire la famille, un principe d'ordre, d'organisation, un niveau de première socialisation, on pourrait le développer beaucoup, mais chacun le sait très bien ici. C'est une pièce essentielle, elle est fondatrice. Elle fait entrer l'individu, dès son plus jeune âge, dans un état social ordonné, hiérarchisé, avec des principes et des valeurs qui, peu à peu, en font un être de société. Et cette société dans son ensemble est ce qui nous garantit à tous, par l'organisation politique, un état d'existence, le nôtre aujourd'hui, qui pérennise la vie, qui nous permet de vivre de plus en plus longtemps. Je suis fier, moi, d'appartenir à une société dont l'espérance de vie s'allonge. C'est ce qu'il y a de plus beau que de vivre et de contempler le monde. Donc pour moi, je suis fier de cela. C'est une organisation dont le cœur est la famille. Mais si nous avons, comme aujourd'hui, une famille qui est en crise profonde, je ne vais pas citer les chiffres, chacun les sait, une famille qui est en crise profonde, déstructurée, fragilisée, instable, incertaine, et de l'autre côté, un État qui lui-même est affecté d'une crise aussi grave, aussi profonde, aussi radicale. Là, nous avons les éléments d'une crise majeure. Et c'est cette espèce de conjonction qui me paraît très préoccupante. Et conséquemment, à l'échelle d'un conseil régional, ce que nous devons faire, c'est renforcer autant que nous le pourrons la puissance publique d'ici. C'est pour cela que je défends dans le projet la notion de puissance publique régionale, pas de conseil régional comme une institution locale, mais une véritable puissance publique régionale au service des femmes et des hommes qui vivent ici, au service des familles qui vivent ici. Et nous avons dans notre projet plusieurs idées fortes, des idées forces, je pourrais même dire, qui le structurent et qui placent la famille au cœur de cette action publique que je veux conduire à la tête de la région. Alors lesquelles, par exemple, puisque vous êtes là pour exposer un peu votre projet? Alors, si vous, là encore, je vous renvoie au projet qui est en ligne depuis quelque temps, pour ne pas être sur ce point trop long, mais simplement vous donner quelques traits caractéristiques. Et là, je parle de ce que je serai comme président de région. Nous sommes bien dans cette situation-là. D'abord, nous avons prévu dans notre projet de créer une commission famille. C'est dans notre projet depuis des semaines et des mois. Pourquoi une commission famille? Elle n'existe pas aujourd'hui. Pourquoi une commission famille? Parce qu'il faut précisément être capable, au cœur de la politique régionale,
d'assurer par ce relais que sera la commission famille que toute politique publique est une politique qui prend en compte l'enjeu familial et les effets ou l'absence d'effets, je veux dire l'absence d'effets positifs, que malheureusement pourrait avoir une politique publique si elle n'était pas contrainte d'agir sous le contrôle, sous la surveillance, sous l'impulsion créatrice aussi d'une commission famille. Très clairement, si je prends un exemple simple, nous sommes une région qui accueille déjà de plus en plus de personnes parce que nous attirons, nous avons un solde, je dirais, migratoire au sens interne. Hein, ce sont des Français du Nord qui viennent rejoindre notre région pour des raisons diverses. Et donc cette région, elle se peuple de plus en plus. Et il y a de plus en plus de jeunes, de plus en plus de couples. Et donc nous allons avoir à construire dans les années qui viennent de nombreux lycées. Je parle de la région. Hein. Dans les 15 ans qui viennent, il faudra construire de nombreux lycées. Nous portons dans notre projet une vision du lycée qui sera construit en accord avec, bien sûr, le corps enseignant, bien sûr, ceux qui ont pour métier de partager le savoir, mais aussi avec les familles que nous voulons replacer au centre de la vie des lycées. Nous voulons faire des lycées, c'est le thème de notre projet sur les lycées, un lieu de vie, c'est-à-dire un lieu où non seulement se partage le savoir, ce qui est la moindre des choses, mais aussi les règles de vie et où la famille est présente le plus possible. Ce n'est pas simple d'ailleurs, vous le savez, hein, d'organiser la présence de la famille dans les lycées ou dans les établissements scolaires d'une manière générale. Ce n'est pas simple parce que par certains aspects, ça peut produire des effets négatifs ou des effets pervers. C'est un sujet compliqué. Mais il me semble qu'on doit le prendre en charge, le piloter, le coordonner pour qu'on ait le bénéfice sans avoir les effets négatifs. Mais si je prends des exemples là aussi tirés de notre projet, nous voulons développer une politique très ferme de lutte contre toutes les formes d'addiction qui menacent nos jeunes. Eh bien, cela passera par l'implication des familles. Nous voulons lutter contre l'absentéisme. Il n'est pas possible de réduire l'absentéisme, c'est un sujet là aussi très compliqué. On n'a pas beaucoup d'outils sans impliquer fortement les familles. Et nous savons qu'impliquer les familles, c'est impliquer une partie de familles monoparentales, 1/5 à peu près. Donc ce sont des dispositifs spécifiques qu'il faudra imaginer. De la même façon, et ça je l'ai énoncé ici en Haute-Garonne, enfin pas très loin, à Quinfon-Segrive, mais le 1er septembre dernier, nous voulons accroître la sécurité dans nos lycées. Puisque je suis le premier à avoir dit cela, qu'il fallait que la région prenne sa part en matière de sécurité des personnes et des biens, et que j'ai pris 3 exemples, je n'en citerai qu'un ici, qui est l'exemple des lycées, où les enfants sont victimes, ça nous est arrivé à tous, hein. Les enfants sont d'abord des enfants victimes de raquettes, de harcèlement, ou d'être spectateurs d'une dégradation de biens publics, d'une agression, d'un trafic, d'un racket, même en tant que spectateur et non pas directement victime, c'est un échec total de l'univers scolaire, eh bien, dans le cas où ces comportements sont considérés comme importants et enquistés, qui s'installent, eh bien, je propose que la région mette en place des dispositifs spécifiques, à commencer par un dispositif de vidéoprotection pour protéger nos lycées, nos lycéens, nos familles et les enseignants. Donc ce sont des éléments qui se déclinent, si vous voulez, dans le projet que nous portons, notamment en ce qui concerne la politique à l'égard des familles. Alors, si vous êtes élu président de région, puisque c'est une des attributions que vous aurez, sur quels critères déciderez-vous d'attribuer ou non des subventions aux associations, puisqu'on sait que c'est une des prérogatives des régions. Tout à l'heure, votre concurrent de Debout la France a cité une subvention accordée par le conseil régional à la ville de Montreuil. C'est vrai que ça peut paraître étonnant. Sur quels critères, vous, président de région, vous pourriez distribuer ces subventions? Alors, il y a, d'après ce que nous savons, si je me situe à l'échelle de la grande région, hein, d'après ce que nous savons, et je dois dire, mais sans pouvoir m'en excuser parce que les informations ne nous sont pas données, hein, ni à Jean-Claude Martinez ni à moi-même, on n'a pas beaucoup d'éléments précis, hein, on est tous un peu en difficulté, il y a un défaut de partage et de transparence que je regrette beaucoup. Et si vous êtes élu, vous publierez toute la liste? J'allais y venir, mais je vais vous dire seulement, voilà, il y a 250 millions d'euros affectés à des subventions non stratégiques. J'imagine que celle dont vous parlez en fait partie. Ce que je souhaite,
et toute mon équipe, nous nous y sommes engagés, c'est premièrement d'en faire une analyse rapide et complète. Il faut des critères. Les critères, je peux les lister, vous allez le voir, mais ils sont de bon sens. Mais ces critères ne valent rien s'il n'y a pas la transparence totale sur les subventions distribuées. Je suis un défenseur de l'open data depuis longtemps et même un promoteur. Tout ce que j'ai pu faire modestement dans ce domaine, je l'ai fait. J'ai mis en ligne les données publiques que je pouvais moi-même amasser, rassembler ou auxquelles j'avais accès afin que chacun puisse à son tour les amasser et les partager. Donc ça, non seulement je vais le faire, mais je l'ai déjà fait. Eh bien, dans ce domaine-là, la clé, c'est la transparence. C'est de l'argent public. Nous avons un chapitre qui commence notre projet qui s'appelle « Argent public, morale publique » où je dis que l'argent public se caractérise par le fait qu'il est le fruit des efforts, du travail et de l'épargne et qu'on ne peut pas le dépenser sans avoir l'assurance de sa bonne utilité et utilisation. Ça n'est pas possible de faire autrement. Ce qui veut dire que nous devons être capables de justifier auprès de tout le monde du bon usage de l'argent public. Et la première étape, c'est de dire ce que nous en faisons. Donc toutes les subventions seront rendues publiques, sans aucune exception, quel que soit le montant. Ça, c'est la première chose. C'est un engagement. Ensuite, il nous faut des critères. Les critères, c'est l'utilité. Est-ce que l'association, parlons d'association, nous est utile? Et là, pardonnez-moi, je veux défendre un principe que l'on peut qualifier de chauvinisme régional. Mais ça doit être utile ici, chez nous. C'est un argent qu'il faut utiliser pour notre petit peuple d'ici. Ça n'est pas agressif ni défiant à l'égard de l'extérieur de notre région, mais nous n'avons pas beaucoup de ressources et nous avons beaucoup à faire. Et donc tout ce qui sera dépensé pour ici et avec notre communauté régionale et pour notre petit peuple d'ici. Donc il faut que le but soit un but à nous. Il faut ensuite que cette association remplisse correctement la mission qu'elle s'est donnée, que l'objet de la mission soit approuvé, que ce soit une mission conforme aux objectifs que l'on se donne collectivement, et non pas des objectifs, comme il peut y en avoir, fumeux ou bien impossibles à déterminer clairement. Il y a beaucoup d'exemples dans ce domaine qui ont été donnés dans diverses régions d'ailleurs, et il faudra, parce que ça n'est plus acceptable du tout, qu'on soit là-dessus très clair. Mais il faudra aussi que l'association soit capable de nous montrer que l'argent qu'elle a reçu a été utilisé conformément à ce pourquoi il a été distribué. Il y a aussi beaucoup d'exemples, notamment dans les régions dirigées par la gauche, et c'est quand même le cas de toutes sauf une, d'associations à but extrêmement idéologique, voire qui promeuvent des idéologies aujourd'hui très en vogue, mais du genre, etc., qui poussent des sujets très précis comme la PMA, la GPA. Sur ce sujet-là, par exemple, quelle est votre position ? Alors, sur ces questions-là, vous savez que moi j'ai écrit un texte dans Le Figaro qui s'appelle « Pour une politique de la vie », sur lequel je me suis interrogé sur ces questions compliquées. Alors, je veux écarter, parce qu'on dit beaucoup de choses, alors, bon, c'était un peu, je suis obligé de vous le dire, on dit beaucoup de choses sur ma candidature, toutes ne sont pas fausses, et toutes ne sont pas vraies. C'est pour ça que je vous pose la question. Non, mais c'est pour ça que je vous le dis. Alors, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai ? Simplement, il se trouve que je me suis opposé à la théorie du genre, à son enseignement. Je m'y suis opposé publiquement, explicitement, à maintes reprises, et je sais qu'on a pu dire que j'en étais un propagateur, ce qui n'est pas exact. Je m'y suis opposé et je vais vous dire pourquoi. Et c'est important pour la suite, y compris pour ce que c'est qu'une politique régionale. En tant qu'individu, là je vous parle comme individu, avec mes convictions, en tant qu'individu, je ne reconnais pas à l'État ce pouvoir de se mêler de l'enseignement de dimension aussi intime et essentielle pour ce qui concerne mes enfants. Ça, je ne l'admets pas. Et puisque je suis ici avec ma femme, nous avons un fils, nous, qui est grand maintenant, qui a 27 ans, nous avons un fils, et je n'ai pas été confronté à la situation d'avoir un enfant en bas âge qui est exposé à cet enseignement-là. Je ne reconnais pas à l'État cette légitimité. Je ne le reconnais pas. Et je vais vous dire, et ça c'est une version libérale de ma conviction, ça n'est pas son rôle, ça n'est pas à lui de le faire,
Et s'il se met à le faire, à tous les coups, ce sera raté et peut-être même catastrophique. Nous avons un État qui a là je suis un peu polémique, mais c'est quand même une conviction. Nous avons un État qui a suffisamment montré son incapacité à prendre en charge les grands sujets qui lui reviennent, y compris la sécurité. Et je ne serai pas trop polémique aujourd'hui. L'équilibre des comptes, l'emploi. Je trouve que les échecs dans ce qui lui revient directement de prendre en charge sont suffisamment patents, hélas pour nous, pour qu'il n'ait pas en plus l'idée bizarre de se mêler de ce qui revient aux parents, à leur famille, et non pas du tout ni à l'État, ni à l'école, ni aux enseignants. L'âge adulte, c'est autre chose. Et donc, sur ces questions-là, les associations dont vous parliez, moi je vous réponds de manière sincère et honnête, je souhaite deux choses. La première, c'est expertiser l'utilité, la recevabilité. Je ne sais rien des montants, je ne sais rien des actions conduites. Les termes de la propagande ou de l'exposé des points de vue. Je suis pour la pluralité des points de vue, c'est ce qui nous fait vivre. Je défends le pluralisme des idées. Vous le savez, j'ai pris position comme individu simple, et nous sommes ici sans doute en désaccord. J'ai pris position pour cette loi dite mariage pour tous. Mais je ne suis pas choqué par ces manifestations de désaccord. Je les admets complètement, et je sais que nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Donc je ne peux que l'assumer, et je ne suis pas, encore une fois, choqué par ces manifestations. Mais simplement vous dire que je suis aussi celui qui a écrit des articles pour dénoncer les 1000 gardes à vue de ceux qui se sont opposés à cette loi. Et je suis aussi celui qui a écrit l'article pour obtenir la libération de Nicolas Bernarbus, qui a écrit un article pour dénoncer, aussi dans le Figaro, l'emprisonnement pendant 3 semaines, c'est sans précédent, de Nicolas Bernarbus, parce qu'il s'était opposé à l'époque à ce projet de loi, qui est devenu une loi du mariage pour tous. J'en suis l'auteur, et je l'ai fait au nom de la liberté essentielle du droit que nous avons de ne pas être d'accord, et de le dire. Et j'ai considéré que dans ce débat, s'était installé, et chacun l'a ressenti, surtout ici j'imagine, s'était installé, et avait été installé, l'impossibilité de ne pas être d'accord. Et on avait construit cette espèce de désaccord comme une forme de pensée réactionnaire, aberrante et illégitime. Et là, c'est une grande faute qui a été commise, puisque sur ces sujets compliqués, particulièrement sensibles, où l'on peut se tromper, où il est bien difficile d'être sûr d'avoir à tous les coups raison, sur ces sujets-là, moi je le crois, nous devrons réfléchir ensemble à une évolution de notre Constitution. Il serait peut-être nécessaire que sur quelques sujets compliqués, nous nous obligions à faire consensus, c'est-à-dire à avoir des majorités qualifiées et non pas des majorités simples issues de résultats électoraux de plus en plus serrés. Et donc c'est une procédure que je soumets à votre réflexion. Nous aurions dû, sur ce sujet-là, être capables de bâtir un débat consensuel. Ça ne veut pas dire un accord consensuel, mais ça veut dire à la fin une décision dont nous aurions gardé ensemble le souvenir comme d'une décision avec laquelle peut-être nous ne sommes pas d'accord, mais qui s'est exprimée dans des termes qui ont respecté toutes les parties. Ça n'a pas été le cas, et je me suis efforcé de le dire. Merci, Monsieur Régnier. On a écoulé notre temps, le temps qui nous était imparti. Je vais vous demander de conclure très rapidement d'un mot une adresse à l'attention des familles qui sont ici ce soir. Écoutez, moi je vais vous redire avec force et sincérité l'élément qui est le plus présent dans mon esprit. Et cela aussi, je l'ai écrit. Je signale que je l'ai écrit pour ne pas laisser penser que ce sont des postures que j'adopte ce soir, évidemment. Je suis impressionné, mesdames et messieurs, et je vous prends à témoin, par le caractère morbide de notre société. C'est cela qui m'impressionne le plus. Et je vais vous dire, je n'ai pas compris qu'il n'y ait pas eu, je ne parle pas de vous, je ne sais pas ce que vous avez dit à ce sujet-là, mais je parle du corps des représentants. J'ai été très étonné, et là je vais encore me faire beaucoup d'ennemis,
ou d'adversaires, qu'il n'y ait pas eu plus de mouvements que cela lors de la réforme de la loi sur l'avortement de 2014. Rien ne s'est passé, rien n'a été dit, personne ne s'en est ému, je n'ai rien entendu, ou presque rien. Et vous voyez, ce qui me frappe, et c'est sans doute un point sur lequel nous devons réfléchir, c'est la progression des idées mortifères dans notre société. Cela, je l'ai écrit, c'est ce qui m'a conduit à penser que nous devions placer l'amour de la vie, le caractère sacré de la vie au cœur de notre politique. C'est ce que j'ai écrit, c'est ce que j'ai redit ce soir. C'est le point central de notre société. Notre malaise, il est là. Nous sommes dans une société qui est en train d'aimer davantage la mort que la vie. Nous devons de toutes nos forces lutter contre cela. Si c'est le point que je veux porter. Monsieur Régnier, je vous interromps une seconde, si j'ai bien compris. À titre personnel, vous êtes opposé à l'IVG ? Je pense que sur ce sujet-là, la révision qui nous a amenés à considérer que désormais... Ça non, en revanche, des accords, oui, mais c'est le procès d'intention sur le caractère bidon de ma pensée, je ne le reçois pas, monsieur. Je ne pense pas que votre pensée est bidon. Donc je vous fais ce crédit. Je vous demande de le faire aussi pour ce qui me concerne. Ce que j'ai écrit il y a déjà quelque temps, où l'idée d'être candidat n'était pas venue à l'esprit, c'est que nous devons nous interroger sur la signification qu'il y a à avoir retiré de la loi la référence à la situation de détresse de la femme qui est en situation d'avorter. C'est pour moi un signe fort sur lequel nous n'avons pas suffisamment réfléchi, dont nous n'avons pas suffisamment parlé. Encore une fois, c'est un texte ancien, donc j'y fais référence. Merci Dominique Régnier. Merci beaucoup.